au cœur de votre roman, il y a un film qui s'appelle Orfeo Negro. Alors, je ne sais pas si ce titre de film dit quelque chose à beaucoup de gens. Il a été un peu oublié pendant très longtemps. Il revient un peu sur le devant de l'actualité. C'est un film qui a été tourné à la fin des années 50 par Marcel Camus. C'est en fait la réinterprétation du mythe d'Orphée et d'Eurydice transposé pendant le carnaval de Rio. C'est un film qui, à l'époque, était très original, notamment parce que les acteurs étaient amateurs, c'était des acteurs noirs, et la musique, il y avait une place très, très importante. Et puis aussi, c'est un film qui a eu un parcours assez étonnant, puisqu'il a eu la Palme d'Or à Cannes en 1959, alors qu'il était quand même confronté à des grosses pointures, on en reparlera. Et il a eu également en 1959 l'Oscar du meilleur film étranger. En 1960. Oui. En 1960, oui, c'est ça. Donc voilà, quand même quelque chose, un film assez, qui a marqué son époque. Ma première question sera très simple. Pourquoi avoir choisi de parler de ce film? Est-ce que vous aviez simplement envie de vous faire plaisir? Ce film appartient à votre panthéon personnel et voilà. Ou est-ce que immédiatement vous en avez senti le potentiel romanesque? Voilà, vous avez répondu. C'est exactement les deux bonnes réponses. C'est-à-dire c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui m'a même émerveillée quand je l'ai vu. Ça doit faire une vingtaine d'années maintenant. Et qui m'est resté dans la tête vraiment comme un film un peu mystérieux en fait, aussi bien par l'histoire de ce film que par ce que racontent les images qu'on voit dans le film. Et en fait, je n'avais jamais rien lu et pour cause sur ce film qui effectivement a un petit peu disparu des radars pendant des dizaines d'années. Et donc j'ai voulu en effet me faire plaisir, mais en même temps en espérant faire plaisir au lecteur, en écrivant le livre que j'aurais aimé lire sur ce film. Alors justement, vous êtes finalement assez précise sur l'histoire du tournage, vraiment de ce film. Alors aussi bien dans le choix des acteurs, dans la manière dont la pièce dont il était tiré est adaptée, dans les difficultés aussi financières pour le mettre en œuvre. Est-ce que vous vous êtes beaucoup documenté? Est-ce qu'il existe une documentation sur ce film? Ou est-ce que vous vous êtes laissé une très grande liberté? En tout cas, c'est l'impression qu'on a en vous lisant, à la fois quelque chose de précis, mais une très grande liberté dans la manière de raconter ce tournage. Oui, parce que moi, je ne suis ni historienne, ni spécialiste de cinéma. Vraiment, j'ai abordé ce film en tant que spectatrice, fascinée par cette œuvre. Et ensuite, en faisant quand même quelques recherches pour savoir comment j'allais un petit peu aborder ce roman, j'avais déjà une idée de la façon dont je voulais l'aborder. Je voulais vraiment l'aborder sous l'angle de l'histoire de la création d'une œuvre. C'est ça qui m'intéressait, avec toutes ses implications, parce qu'en fait, une œuvre, c'est toujours un phénomène à la fois culturel, social, économique, surtout quand on parle de cinéma, c'est quand même une industrie. Donc ce qui m'intéressait, c'était de savoir pourquoi ce film aussi original était apparu en France à la fin des années 50. Pourquoi est-ce qu'il avait eu une reconnaissance pendant même son tournage, puisque le Brésil vraiment déroule le tapis rouge au réalisateur à l'époque. Et ensuite, pourquoi est-ce qu'il a un impact comme ça international en arrivant au Festival de Cannes? Et avec toutes ces questions en tête, quand j'ai fait des recherches, je me suis aperçue que par contraste, il y avait très peu de choses. Alors c'est vrai que je n'ai pas poussé la recherche au point d'aller passer des heures à la cinémathèque ou dans les archives, où peut-être que j'aurais retrouvé des bribes de choses. Et puis Marcel Camus a des descendants, donc voilà, j'aurais pu, quoique je les ai quand même contactés, ne serait-ce que par respect, les enfants de Marcel Camus. Mais c'est vrai que je n'ai pas cherché à avoir énormément d'informations, parce que je voulais quand même, en tant qu'écrivaine, laisser toute la part à l'imaginaire et aux sensations qu'avait suscité chez moi le visionnage de ce film, et continue d'ailleurs à le susciter. Donc finalement, c'est toujours une chance pour un écrivain qu'il y ait comme ça un objet au départ réel qui existe, mais qui est absolument lacunaire dans l'histoire qu'on en a, parce que c'est la porte ouverte justement à l'imagination. Alors, le roman
retrace donc l'histoire du tournage du film, mais il est loin de se cantonner à ce sujet-là. Moi, j'ai trouvé aussi votre roman extrêmement intéressant sur le Brésil, qui est presque un personnage à part entière du livre. Ce film, comme vous le disiez, se tourne à un moment très particulier de l'histoire du pays. Moi, c'est une histoire, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément très bien cette histoire-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Sur l'histoire du Brésil? Oui, ce moment très précis où c'est tourné. Oui. En fait, je trouve que ça se ressent dans le film. On est à un moment où le Brésil vit une parenthèse enchantée. Parce que c'est à l'époque un président qui a été élu démocratiquement, qui est au pouvoir, qui s'appelle Juscelino Kubitschek. Pareil, on en a peu entendu parler, ou son nom s'est un peu perdu aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment un homme politique de premier plan internationalement. Et il avait décidé de faire progresser son pays énormément et d'en faire une jeune nation très dynamique. Son slogan de campagne, ça avait été « 50 ans de progrès en 5 ans ». Et effectivement, il a mis en œuvre certaines des idées qu'il avait pour atteindre ces 50 ans de progrès en 5 ans, notamment en créant ex nihilo une capitale, Brasilia, qui est vraiment une ville complètement créée sur plan, au milieu d'un désert, en modernisant les transports, en essayant justement de mettre en avant la culture très complexe et très riche de ce pays. Et donc le Brésil va vraiment connaître à ce moment-là un élan d'enthousiasme. En plus, 58, c'est la Coupe du monde de football gagnée par le Brésil. Donc il y a comme une conjonction d'éléments à ce moment-là, avec un dernier élément très culturel qui est la bossa nova, qui va exploser à ce moment-là. Donc c'est un pays qui vit une espèce d'épiphanie, qui va se refermer très vite, puisque en 64, malheureusement, c'est l'arrivée des généraux. Et c'est l'installation de cette dictature dont aujourd'hui le président du Brésil est très nostalgique. Donc voilà, il y a eu 5 ans d'éphémère beauté, je dirais, qui ensuite s'est transformée en une espèce de larme d'amertume pour le pays et 25 ans de dictature. Alors vous évoquiez la bossa nova, donc c'est l'autre grand thème important de votre livre, la musique, la danse, j'allais dire presque l'exultation des corps comme ça traverse tout votre roman. Ça a été difficile d'évoquer cette énergie, cette propre à la musique. Là aussi, vous avez fait beaucoup de recherches, ou là aussi c'est votre amour, j'imagine, pour cette musique, votre connaissance de cette musique qui vous a porté? Voilà, en fait, j'ai vraiment commencé pas à pas. Au départ, je n'en connaissais pas vraiment plus qu'un lecteur sur le Brésil, la bossa nova, le contexte politique de l'époque. Et en voulant écrire sur le roman, j'ai découvert aussi tout ce qui se passait. Et donc, j'ai été aussi quand même guidée par les images du film elles-mêmes. Mon roman, c'est quand même un roman sur une œuvre artistique d'abord. Et donc, cette œuvre, en fait, donne déjà beaucoup à voir et permet ensuite, pour l'écrivaine, d'avoir de la matière à partir de laquelle travailler. Donc, j'ai beaucoup re-regardé des scènes du film, et à partir de là, et la musique, bien sûr, l'imaginaire se met en route. Et ensuite, alors on a quelque chose quand même d'extraordinaire maintenant avec Internet, c'est qu'on peut avoir assez facilement accès à des images d'archives. Et donc, en même temps que je regardais le film, je voyais des images d'archives de l'INA, de plein de choses, et de la construction de Brasilia, et de la guerre froide, et des enjeux de la guerre froide à cette époque, toutes ces images en noir et blanc qu'on a encore, et du Festival de Cannes. Donc, c'est un matériau extraordinaire, en fait, d'avoir tout ça à disposition pour ensuite laisser l'imagination travailler. Alors, comme vous venez de l'évoquer, l'autre point extrêmement intéressant de votre roman, c'est que vous faites de ce film presque un instrument de soft power, comme on dit. Se met en place comme ça autour de ce film une espèce de plaque tournante entre 3 grandes puissances, donc évidemment la France, le Brésil et les États-Unis. Vous introduisez comme ça un petit côté roman d'espionnage très bien mené. Là aussi, c'était quelque chose que vous vouliez faire dès le départ, ou finalement c'est en écrivant que vous avez senti aussi cet enjeu-là et vous vous êtes dit tiens, je vais amener je vais rajouter en quelque sorte ce point-là?
Non, c'est venu dès le départ, dans les premières questions que j'évoquais avec vous, quand je me suis dit pourquoi ce film-là, pourquoi en France, pourquoi cet accueil à l'époque, pourquoi ce relatif oubli aujourd'hui. Tout ça, ça oblige à se poser des questions sur tout ce contexte-là. Et mon point de départ aussi, c'était que je voulais écrire un roman sur une œuvre. Donc le sujet pour moi du roman, c'est le film. C'est pas le réalisateur, c'est pas tel ou tel acteur. Je voulais pas faire un roman sur une seule figure individuelle, parce que un film, de toute façon, c'est une création collective qui s'inscrit dans un moment donné et qui est reçue par un public donné. Et donc moi, j'avais envie vraiment de partir du film de façon à pouvoir évoquer tous ces enjeux-là et tous ces aspects-là, et pas faire ce qu'on fait plus classiquement, à savoir de suivre l'histoire d'un grand réalisateur et pourquoi il a voulu tel film. Là, vraiment, pour moi, je voulais raconter une aventure collective, et à partir de ça, en partant quand même des destins individuels des comédiens, du réalisateur, du producteur, eh ben, ça m'obligeait à parler d'un contexte plus vaste, jusqu'à parler en fait des spectateurs, puisque moi, je suis moi-même une spectatrice du film. Et voilà, ça me permettait de parler carrément de 3 pays qui étaient en jeu dans cette affaire. Il y a un moment très drôle dans votre livre, c'est le Festival de Cannes. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors oui, effectivement, encore une épiphanie à ce moment-là. Au Festival de Cannes en 1958, qu'est-ce qui émerge ? C'est la nouvelle vague. Et qui arrivent en force comme des jeunes Turcs en fait qui veulent prendre d'assaut la forteresse qu'est le Festival de Cannes. C'est Truffaut, Godard, Chabrol, tous les grands noms qu'on va retrouver ensuite, qui vont faire école et vraiment s'imposer. Maintenant, quand on évoque le cinéma français, un des piliers de ce cinéma, c'est la nouvelle vague, et c'est Godard, et c'est Truffaut, etc. Et donc ils arrivent en force en 58, persuadés qu'ils vont y arriver, ça y est, ils vont faire la révolution. Ça fait déjà 1 ou 2 ans qu'ils ruent dans les brancards, et ils se disent, cette année, c'est notre année, on va prendre d'assaut ce festival et son jury, et c'est la nouvelle vague qui va imposer sa révolution. Et voilà que ce film, Orfeo Negro, bouscule un petit peu le scénario préétabli. Quelques jours avant le rendu des résultats, l'excitation monte autour des 400 coups. En plus, François Truffaut est là, Jean-Pierre Léaud, 14 ans, Solaire est là. Donc tout se cristallise autour d'eux. Cocteau, qui est président d'honneur du jury, adore Truffaut, il est toujours à côté de lui, ils vont travailler ensemble. Juste après, sur quoi ? Sur un film sur Orphée, en plus. Donc on se dit que Orfeo Negro, là-dedans, va avoir peu de chance. Marcel Camus, réalisateur pas très connu, c'est seulement son 2e film. Les acteurs totalement inconnus, pas français, tous noirs. Une seule actrice professionnelle, c'est celle qui joue le rôle d'Eurydice, qui est quand même comédienne américaine. Donc voilà, Gordine, le producteur à l'époque, sortait d'une succession d'échecs et de problèmes financiers. Donc on ne s'attend pas à ce que ce soit Orfeo Negro qui gagne, et on voit bien, c'est assez drôle à voir sur les images d'archives, que même Truffaut et Chabrol ne s'attendaient pas à ce que la Palme d'Or leur soit ravie, et ils sont assez blêmes de devoir concéder la place à ce pauvre Marcel Camus qui est lui presque étonné de gagner. Donc j'aimais aussi pouvoir raconter ce contraste. Finalement, c'est la nouvelle vague qui a gagné, parce que l'année d'après, c'est la consécration. Les 400 coups, aujourd'hui, quand vous lisez des manuels de cinéma, on a quasiment l'impression que c'est le film qui a gagné la Palme d'Or. Souvent, Orfeo Negro est totalement évincé des manuels d'histoire au profit des 400 coups. Moi-même, plus jeune, j'avais comme référence, et j'ai toujours Truffaut, Godard. Et puis là, je me suis aperçue quand même qu'il y avait eu une tentative de prise de pouvoir qui n'avait pas totalement réussi, et ça m'a plu aussi de raconter ça. Oui, c'est vraiment très drôle la manière dont vous évoquez ça. Le grand bonheur de votre roman, c'est qu'il dégage une impression de joie, d'énergie, de vitalité. Vous parliez tout à l'heure de parenthèse enchantée. Pour moi, c'est vraiment ça. Alors aussi parce qu'effectivement, il y a cette idée de collectif. C'est compliqué de faire passer cette notion d'énergie par l'écriture. Moi, c'était mon propos, c'est ce que je voulais raconter. Donc, c'est compliqué d'écrire un roman de toute façon, mais c'était un grand plaisir pour moi d'écrire là-dessus, et surtout que, on connaît la fin du film en l'occurrence. On sait que la fin va être plutôt douce amère, et pour le Brésil,
Et pour ce film, bien qu'effectivement maintenant il revient un petit peu dans l'actualité, ce qui n'était pas prévu, mais là il y a une version remasterisée qui sort, il est repassé à Cannes cette année, enfin voilà, il a une nouvelle vie. Mais c'est vrai que pour Marcel Camus, ça a été aussi comme une étoile filante dans sa carrière, parce qu'il n'a plus jamais connu le succès qu'il a eu avec ce film. Et ne parlons pas des acteurs, qui sont tous quasiment retombés dans l'ombre, sauf une qui n'est pas le rôle principal, Léa Garcia, mais qui, elle, a continué à faire carrière dans son pays, au Brésil. Mais voilà, donc ça me plaisait aussi d'évoquer ça un peu comme une journée sur une plage de Copacabana qui se termine, avec le soir qui arrive, et peut-être cette mélancolie qu'on ressent aussi dans la bossa nova, dans la musique elle-même. Et je trouvais que le film et sa carrière étaient tout à fait à l'image de ça, de cette époque faite d'éblouissement solaire et en même temps de quelque chose qui commence à arriver et qui va finalement clore cette belle aventure. Merci. Merci à vous.